Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen. Je vous accueille au Bar de l'Europe pour un nouveau numéro spécial, un numéro XXL de près d'une heure pour parler des achats et des arnaques sur Internet et de ce que l'Europe fait pour protéger le consommateur. On parlera aussi de ces jeunes qui ne croient plus à la politique ni à l'Europe et enfin de la cigarette électronique qui, elle, séduit les jeunes mais dont on ne sait plus quoi penser. Voici le Bar de l'Europe, Formule Maxi. Et on va ouvrir le bar avec notre volet conso. Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe socialiste, grand avocat du consommateur. Où avez-vous acheté votre chemise ? Dans un magasin à Liège. Eh bien, vous êtes quand même très traditionnel, hein, Marc Tarabella. Est-ce que vous savez que vous auriez pu acheter cette chemise sur Internet ? On va d'ailleurs demander un conseil, un avis à Isabelle Eusen. Vous êtes notre spécialiste conso. Acheter aujourd'hui en ligne, c'est tendance ? C'est tendance et d'ailleurs c'est de plus en plus courant. Quelques chiffres pour illustrer ça. Par exemple, en 2014, le Belge a réalisé pour environ 6 milliards d'achats sur Internet. L'année suivante, en 2015, on passe à 8 milliards. C'est quand même une belle progression. En France, par exemple, 2014, le commerce en ligne progresse de 11%, alors que dans le même temps, le commerce traditionnel, lui, ne progresse que de 1%. La différence est énorme. Et l'année dernière, ce commerce en ligne a fait un nouveau bond, puisqu'à plus 14%. Donc je crois qu'on peut parler d'un secteur qui est en pleine expansion. Et donc on peut acheter sans se déplacer. Cela dit, Marc Tarabella, il a un autre truc pour acheter sans se déplacer, il envoie son chauffeur. Non, je n'ai pas de chauffeur, mais très clairement, Internet est aussi une opportunité pour des PME de se développer et de vendre plus par la vente en ligne, qui devient effectivement de mode. On évite de se déplacer. Pour certains articles, parfois dans des pays voisins, moi j'achète des maillots de foot sur Internet. Et pour mon fils et pour moi. Mais voilà, mais très clairement, il était nécessaire aussi de légiférer pour mieux protéger le citoyen, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. La garantie, par exemple, la garantie d'un achat dans un magasin n'était pas la même que celle en ligne. Or, maintenant, elle est uniformisée, par exemple. C'est 2 ans de garantie. Justement, revenons par exemple aux chiffres. Donc, on voit que c'est un secteur en pleine expansion. Et vous, dans un communiqué du mois de janvier, vous dites que les chiffres du commerce en ligne en Europe sont affligeants. Quoi, vous trouvez qu'on n'achète pas encore assez sur Internet et que le consommateur européen devrait acheter beaucoup plus ? Pourquoi ? Mais c'est une aubaine, je le répète, pour des start-up, pour des petites entreprises qui sont très créatrices d'emplois chez nous. Évidemment, quand je vous dis que j'achète ma chemise dans un magasin, c'est parce que clairement, j'ai confiance dans ce magasin. Je vais aussi à Rang 2 dans la province de Luxembourg. Il y a quasi 2 magasins où j'achète mes chemises. Et donc, clairement, là, je pense qu'il est logique aussi, et pour certains achats, de continuer à aller chez le commerçant. Je prends un exemple, c'est pas vraiment des commerces, mais les pharmacies. C'est quand même mieux d'acheter ses médicaments chez le pharmacien que sur Internet, où il y a quelques années encore, un médicament sur 2 était un faux. Et donc, il y a des choses qu'on doit acheter, je pense, toujours de manière traditionnelle, parce que, moi, par exemple, tout ce qui est électroménager, c'est jamais Internet, c'est le magasin du coin. Parce que ça fait partie des achats sur Internet, mais l'achat le plus important sur Internet, c'est les vêtements. Alors, si on achète tous nos vêtements sur Internet, le petit commerçant de votre ville, lui, il va y perdre. Non, on peut acheter certains vêtements sur Internet. Moi, je préfère quand même essayer les vêtements. Les chaussures, je n'achèterai jamais sur Internet. Parce que je vais chez au magasin, et je veux essayer la chaussure. Et j'essaye les 2 chaussures pour être sûr qu'elles me vont bien. Et je fais quelques pas dans le magasin. Donc selon vous, ça ne va pas tuer le petit commerce, ça ne va pas faire du tort à l'emploi ? Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Très clairement, je pense qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui se créent et qui auraient besoin que l'on dope finalement ce commerce en ligne. Mais je le répète, pour des achats, je dirais, normaux, dont je viens citer quelques exemples, je continuerai toujours à privilégier le contact avec mon magasin, le vendeur, la vendeuse, en qui j'ai toute confiance. Alors, on va faire un petit test, Marc Tarabella. On va rejoindre Ibtissem, qui est notre grande spécialiste des missions impossibles sur Internet. Ibtissem, est-ce que vous pourriez nous dégoter un sac de luxe, allez, au hasard, par exemple, un sac aux mêmes initiales que Laurent Voulzy ? Ça tombe bien, j'avais envie de faire du shopping. Paul, c'est vous qui offrez.
Écoutez, c'est la production qui va payer, donc vous avez compris, ce ne sera pas trop cher, on n'a pas beaucoup de sous. On vous laisse chercher Ibtissem et on va voir si vous avez plus de chance que certains consommateurs que l'on a rencontrés, car un petit clic peut déboucher sur une grande claque. Regardez ce reportage. Quand on achète sur Internet, tout le monde n'est pas comme Jacques Maurice. Bonjour, je suis Jacques Maurice, instructeur ceinture noire d'eShop Defense, l'art d'acheter sur Internet sans risque. Et malheureusement pour elle, Monique ne connaissait pas Jacques Maurice quand elle a acheté des chaussures de luxe sur le site redescarpin.com. 3 paires d'un coup pour 130 € seulement, alors qu'une seule paire vaut normalement dans les 500 €. Ça semblait donc une belle affaire, ça le semblait seulement. Normalement, on reçoit un mail pour confirmation de commande. Moi, je n'ai pas reçu ce mail-là. J'ai reçu un mail de confirmation de paiement, ce qui m'a paru déjà un peu bizarre. Et alors, quand j'ai lu le mail, j'ai vu que ça venait quand même pas d'ici, mais de Chine. Donc, c'est là que je me suis dit, oh là, je me suis fait avoir. Sur ce point-là, Monique ne se trompe pas. Le Centre européen des consommateurs nous explique ce à quoi elle aurait dû faire attention. Il y a toujours 3 points à vérifier dans les conditions générales. L'adresse géographique du site internet, le droit de rétractation de 14 jours et vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans. Donc si les conditions générales ne reprennent pas ces 3 informations-là, c'est qu'il y a un problème, le site n'est pas en conformité avec la législation européenne. Ce site-là est aujourd'hui fermé et il n'est pas le seul. En novembre dernier, la douane belge en a bloqué plus de 400. Motif, il proposait des articles issus de la contrefaçon. Mélanie, elle, avait opté pour un achat sur un site belge car elle voulait offrir à son fils un manteau à l'effigie de Cars. Mais 1 mois après la commande, elle ne voyait toujours rien venir. Depuis donc le 29 septembre, j'ai envoyé au moins une 30aine de mails. Chaque fois, on m'a dit que le colis allait arriver, que j'allais recevoir le numéro de suivi. Le manteau n'est jamais arrivé, mais finalement, Mélanie a réussi à se faire rembourser après de nombreuses démarches. Alors, avant tout achat sur le net, prenez un maximum d'informations. Renseignez-vous bien sur le site ou demandez conseil à Jacques Maurice. Retrouvez-moi pour découvrir d'autres techniques hors du commun qui pourront vous sauver vous, vos amis et même votre famille. Alors Isabelle, est-ce qu'il y a beaucoup de Monique et de Mélanie qui ont été grugées sur Internet? Quand même, oui. Selon le rapport du Centre européen des consommateurs, il y a environ 12% des internautes qui rencontrent des problèmes, qui sont confrontés à des fraudes. En Belgique, par exemple, l'année dernière, le Centre européen des consommateurs a géré 5000 dossiers. C'est quand même pas mal. Alors, quels sont les cas les plus fréquemment rencontrés? Eh bien, on paye un article, on le commande, on le paye et on ne voit jamais arriver l'article. Ça arrive quand même encore trop souvent. L'article que l'on reçoit ne correspond pas à ce qu'on a commandé. Et alors, souvent aussi, c'est un article contrefait qui a réussi à passer à travers les mailles des filets de la douane. Marc Tarabella, c'est vrai que lorsqu'on est dans un magasin, on sait où il faut s'adresser, on sait où est le bureau de réclamation. Sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que l'Europe y a pensé? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ce que Mme Ezendi est tout à fait correct, des gens ne voyaient jamais arriver leur commande, on ne savait pas où il fallait aller, il n'y a pas d'adresse postale, par exemple, pour envoyer une réclamation. Alors évidemment, aller déposer plainte dans le pays d'où vient, si c'est un pays extérieur à la Belgique, déposer plainte dans quel tribunal, et donc ça s'expose automatiquement à des coûts, et il y a renoncement de procédure. Donc c'est pour ça qu'on a créé la plateforme pour essayer de régler les conflits de manière, des conflits en tout cas de manière négociée. C'est tout nouveau, en justice. C'est tout nouveau, 15 février 2016, en espérant que ce soit efficace et évidemment qu'il y ait, et ça on le verra à l'usage, mais qu'il y ait une vraie réponse des entreprises peu scrupuleuses et qu'il y ait qu'on évite la procédure judiciaire qui souvent expose des frais auxquels renonce, je dirais, le consommateur à juste titre. Justement, je vous propose peut-être qu'on découvre ensemble cette plateforme, comme ça nos téléspectateurs pourront la découvrir aussi. Et donc, comme vous l'avez dit, ça vient de sortir, c'était ce lundi 15 février.
Toutes les langues de l'Union européenne y sont représentées. On a pris en français, je clique, je suis un consommateur. On voit, on a quelques questions qui sont posées, on y répond et tout de suite, on a le formulaire de plainte. Vous croyez que ça va vraiment accélérer les choses? Est-ce que, moi, ce que je me demande, est-ce qu'il n'y aura pas tout d'un coup plein de gens qui vont voir ça? Parce qu'en fait, chaque site d'e-commerce devra afficher ce formulaire de plainte. Maintenant, quand les gens le verront, ils voudront tous réclamer directement. Est-ce qu'ils ne vont pas être débordés? Mais je pense qu'il faut aussi responsabiliser les entreprises. Et moi, je suis l'adepte de la carotte et du bâton. Le bâton, c'est qu'il y ait des sanctions exemplaires. On voit que les douanes belges travaillent, et tant mieux, de concert avec les autorités européennes, j'espère, de manière à ce que quand une entreprise est peu scrupuleuse, le site soit rayé, mais qu'il y ait aussi des sanctions et qu'on ne puisse pas recommencer avec un autre site le lendemain. Et donc ça, c'est aussi un aspect auquel il faut veiller. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir promouvoir cette facilité pour les citoyens, à condition qu'il y ait un sérieux et qu'il y ait donc forcément une confiance. S'il y a rupture de confiance, forcément, l'e-commerce, qui, je le répète, peut être source de revenus complémentaires pour les entreprises de chez nous, des PME notamment. Et est-ce que vous croyez que tout le monde est prêt pour cette plateforme? Parce qu'en fait, il y a 4 partenaires. Il y a évidemment le consommateur, il y a le commerçant, il y a le point de contact, et alors il y a ce qu'on appelle l'instance de règlement des litiges. Chaque pays doit en reconnaître plusieurs. Moi, j'ai entendu dire que certains pays n'avaient pas encore reconnu d'instance. Alors ça va poser problème. Oui, certains pays sont plus rapides que d'autres. On va saluer d'ailleurs la Belgique, qui est souvent valeur d'exemple en termes de protection des consommateurs par rapport à d'autres. Mais très clairement, et je crois qu'on le verra à l'usage, j'espère que ça fonctionnera et que les entreprises qui sont souvent coupables, celles qui sont coupables de ne pas satisfaire les souhaits du client qui a pourtant payé, se verront jouer le jeu et pourront essayer en tout cas d'éviter la procédure en justice, car c'est le but. Parce que la procédure en justice, le client est toujours perdant. Alors, je suis certain que vous êtes impatient de connaître le résultat de notre test. On va retrouver Ibtissem. Est-ce que l'affaire est dans le sac? Alors, j'ai trouvé une super promotion. Je vous montre. Près de 80% de réduction sur ce très joli petit sac. Rien de suspect en apparence, le site semble professionnel. Donc, on peut procéder à l'achat. Vous avez votre carte bancaire? Mais dites, Ibtissem, un sac à ce prix-là, aux initiales de Laurent Voulzy, c'est pas un peu louche? Bon, j'ai une solution. Je connais un site qui permet de tester la fiabilité du commerçant. C'est un site français, contrefaçon.fr. Il analyse tous les points que la spécialiste que nous venons de voir dans le reportage recommande de vérifier. Et tout ça en un clic. On essaie? On essaye. Ah, confiance faible. Finalement, vous aviez raison et on va s'abstenir. Ben oui, ce sera pour une autre fois. La contrefaçon, c'est un des problèmes souvent rencontrés. Est-ce que l'Europe a les moyens de lutter contre ça, Marc Tarabella? Il faut en tout cas se donner les moyens, parce que c'est évidemment la pire tromperie pour les consommateurs. Je parlais des médicaments tout à l'heure, c'est le business le plus criminel, le plus lucratif au monde. Ouais. 30 milliards de dollars il y a quelques années. Et donc, a fortiori aussi, c'est vrai pour les biens de consommation courante. Pour les médicaments, c'est particulièrement crapuleux. Mais pour les biens aussi de consommation courante, où on croit faire une bonne affaire, c'est évidemment fondamental d'essayer de lutter. Ici, voilà un site qui peut y aider, dire qu'il y a un taux de confiance faible. Avec le prix affiché, on pouvait s'en douter. C'est encore moins cher sur la plage en été quand on vient vous les vendre, mais évidemment, a fortiori, c'est une contrefaçon. Et donc, on doit le faire aussi parce que c'est une façon de protéger aussi le savoir-faire des entreprises. Il y a des mesures renforcées pour protéger ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, et ça a été étendu au niveau des entreprises pour éviter de se faire copier. Et c'est vrai qu'une célèbre marque de montre belge, d'ailleurs, dont on peut être fier, a été aussi copiée à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que la Chine et l'Inde... Mais il ne faudrait pas un site style contrefaçon.eu. Là, on a trouvé un site contrefaçon.fr. Est-ce que l'Europe ne devrait pas avancer davantage dans ce domaine? Très certainement, pour faire en sorte que, et ça me permet aussi d'insister sur le fait qu'en termes de protection des consommateurs, on a souvent intérêt à s'échanger les bonnes pratiques dans les différents pays. Il y a les bonnes pratiques qui sont, dans ce cas-ci, françaises. Elles peuvent effectivement être essaimées, en tout cas dans toute l'Europe, et essayer de les centraliser, reprendre une espèce de bons exemples un peu partout, de manière à le faire et à le diffuser de manière européenne, dans toutes les langues, évidemment, de l'Union. Mais dites, Marc Tarabella, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut acheter local. Sur Internet, d'ailleurs, c'est possible, mais avouez quand même que généralement, on passe par des grands sites ou américains ou chinois. C'est plus compliqué d'acheter local sur Internet. Mais non, mais tout dépend de quel bien on parle. Si on parle nourriture, si on parle les courses, l'alimentation, je vous parlais des vêtements tout à l'heure, les chaussures.
Mais d'un autre côté, quand une entreprise, une PME belge est performante, par exemple en termes de compléments alimentaires, qui ne sont peut-être pas nécessairement accessibles dans un magasin en Suède, je suis très content que l'entreprise basée dans l'Est de la Belgique puisse, dans un petit coin de l'Est de la Belgique, puisse exporter son savoir-faire. Ce sont plus d'une centaine d'emplois chez nous qui vont profiter d'un commerce de l'e-commerce. Mais il y a quand même beaucoup d'achats qui se font hors Europe. Hein. Mais par rapport sans doute à des disques, que sais-je, évidemment les grands sites sont américains très souvent, hein, que ce soit, on va les citer, ça peut être Amazon, ça peut être via Google, etc. On a beaucoup de sites qui évidemment sont nés aux États-Unis. Mais est-ce qu'on doit continuer à subir cela? Ou est-ce que l'on peut aussi constituer nos plateformes de vente, peut-être plus respectueux d'ailleurs des règles européennes, qui sont plus contraignantes, tant mieux, de manière à aussi faire profiter l'économie européenne de cette opportunité. Et cette expansion du commerce en ligne, est-ce que quelque part, elle ne doit pas nous faire peur au niveau des droits sociaux des travailleurs? Parce que qui dit commerce en ligne dit travail de nuit. Il y a d'ailleurs eu un accord cadre, par exemple, en Belgique, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce business du commerce ne va pas devenir prédominant par rapport aux droits des travailleurs? Il faut être attentif aux droits des travailleurs. Évidemment, vous plaidez auprès d'un convaincu. Et donc ça, c'est évidemment le travail sur le terrain, de voir ce qui se passe. Et quand c'est au niveau européen, voire au niveau belge, on peut essayer de le vérifier. Et si évidemment ces travailleurs sont dans un pays extra-communautaire, c'est plus compliqué à vérifier. Donc il doit y avoir une espèce de label aussi de commerce équitable qui fasse en sorte que l'on vérifie bien, que tous les acteurs de la chaîne puissent être rétribués de manière correcte, que le travail... C'est encore des bons vœux pour le moment. Mais... Internet, évidemment, on ne sait pas tout contrôler, mais on ne sait pas tout contrôler non plus par la vente. Quand vous achetez dans un magasin, est-ce que vous allez regarder si l'étiquette, ça a été fabriqué au Bangladesh par un enfant pour $1 par jour? Non, on ne le contrôle pas nécessairement toujours. Or, on essaie de faire pression petit à petit, de manière à ce qu'on achète de manière plus responsable. Marc Tarabella, vous semblez prôner les bienfaits du numérique, mais il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que le numérique, finalement, ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds socialiste. Non, je réponds qu'il faut être prudent. Moi, je pense avoir plaidé pour un comportement équilibré, qu'on n'achète pas n'importe quoi et tout sur Internet, et que pour certains achats, il y a une facilité à aller sans doute sur Internet. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'assortir ce nouveau mode d'achat de garantie, ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, il y a un progrès qui est fait. Et il faudra remettre toujours l'ouvrage sur le métier, parce qu'il peut encore y avoir des arnaques dans le futur, et que c'est sans doute plus facile par Internet d'arnaquer les citoyens que... Mais l'emploi Mais l'emploi, je le répète, peut-être il peut y avoir des pertes à certains endroits, mais laisser partir le commerce et ne pas vivre avec son temps, et laisser partir les bénéfices de l'e-commerce aux quatre coins du monde en étant exclus, c'est pas plus intelligent. Il faut juste mettre des balises et faire en sorte que l'on puisse aussi, au travers et surtout de nos PME, profiter de l'opportunité que ça peut octroyer. On va vérifier si vous êtes un bon consommateur européen. On va vous faire un petit test, un quiz. Alors, Marc Tarabella, il y a 3 questions, c'est simple. Il faut répondre par vrai ou faux. Vous êtes prêts? Oui. Alors, première question. Vous aviez acheté un pull gris, vous recevez un pull rose, manque de bol. Vous avez 7 jours pour renvoyer votre achat, vrai ou faux? C'est augmenté à 14. Donc, c'est... Le délai de rétractation est de 14 jours. Donc, c'était faux. Bravo, Marc. Faux. Voilà, il faut respecter les règles du jeu. Bonne première réponse. Deuxième réponse. Vous avez acheté un téléphone portable. Très vite, il tombe en panne. La garantie est de 2 ans, comme dans un commerce. Vrai ou faux? Vrai dans les 2 cas. Il est fort. Deuxième bonne réponse. Dernière question. Le moyen de paiement le plus sûr est le mandat postal. Sans doute. Ah, là, vous chutez sur la dernière question, Marc Tarabella. En fait, c'est la carte de crédit, parce qu'alors, on est protégé en cas d'usage frauduleux, et c'est l'émetteur de la carte qui doit assumer les conséquences financières de la fraude. Bravo Marc Tarabella, 2 bonnes réponses sur 3. Vous êtes un bon consommateur, mais vous le voyez, il y a une marge de progression. En plus, je n'utilise jamais le mandat postal, j'utilise la carte de crédit. Voilà, ça n'existe Merci plus beaucoup. d'être venu au Bar de l'Europe. Merci à vous aussi, Isabelle, d'avoir joué le jeu avec nous. Et on va passer maintenant à notre débat dans l'ère du temps. Les citoyens européens et les jeunes en particulier, croient-ils encore à la politique? Croient-ils encore à l'Europe? Poser la question, c'est presque y répondre.
Regardez d'abord ce qu'en pense Chloé, notre citoyenne européenne modèle. Ce jour-là, Chloé passait une soirée entre copines et quoi de plus comique que de se travestir, de se faire un petit jeu de rôle. Elle avait proposé le thème « Les politiques ». Des élections venaient d'avoir lieu et comme d'habitude, tout le monde avait gagné. Espiègle, Chloé avait ouvert le bal. Déguisée en homme aux cheveux gris, costume 3 pièces et allure décidée, elle avait récité. Moi, député, les droits de tous seront garantis. Moi, député, le chômage sera hors la loi. Moi, député, la richesse sera mieux partagée. Les rires avaient fusé, un vrai meeting politique, puis Chloé avait retourné sa veste et sa perruque. Moi, député, le changement sera visible. Moi, député, les riches devront payer. Moi, député, le chômage des jeunes sera anéanti. Les rires s'étaient fait grimace, les copines s'étaient détournées. On ne veut plus de tes promesses éculées qui jamais ne se réalisent. On ne veut voter ni pour l'un ni pour l'autre. Redevient Chloé. Ensemble, on trouvera des idées. Et des idées, elles en avaient. Si on diminuait les salaires des riches pour effectivement augmenter celui des autres, si on partageait le travail pour effectivement diminuer le chômage, si on permettait aux seniors de partir à la retraite pour effectivement laisser la place aux jeunes. Chloé s'écrie. Halte, cessez ici vos élucubrations. Vous voulez faire fuir les capitaux ? Vous souhaitez le départ des bons managers vers l'étranger, une baisse de la compétitivité. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça depuis toujours. Mais pourquoi ? Parce que les règles de l'économie l'imposent. Pourquoi ? Parce que nous l'avons décidé, un point c'est tout. Eh bien, restez entre vous, avaient conclu les filles. On se débrouillera sans vous. Et Chloé, ayant retrouvé son apparence, était repartie avec elle. Voilà, je vous présente Viviane Reding. Vous auriez pu animer cette émission. Vous avez été journaliste. Vous êtes luxembourgeoise, aujourd'hui députée européenne. Vous avez été commissaire européenne pendant 15 ans. Je pense que c'est un record, notamment à la jeunesse. Est-ce que vous le comprenez, ça, le fait que les jeunes ne croient plus à la politique, ne croient plus à l'Europe? Les jeunes ne veulent pas les recettes toutes faites. Ils veulent pouvoir participer à l'élaboration du nouveau gâteau. Et ils trouvent que nous, les politiques, nous venons toujours avec des promesses, comme Chloé vient de le dire, et puis ces promesses ne sont jamais tenues. C'est un peu ça l'image de la politique, c'est très dommage. Et je voudrais dire aux jeunes, vous savez, il y a les uns et les autres. Il y a ceux qui font du n'importe quoi, vous disent n'importe quoi, ne tiennent jamais ce qu'ils disent. Et il y a les autres qui bossent et qui essayent d'améliorer la vie d'aujourd'hui pour qu'elle soit mieux demain. Mais lors de l'année européenne du citoyen que vous avez lancée, c'était il y a 2 ans, vous avez dit la moitié des citoyens européens ne croient plus en l'Europe, ils ont le sentiment que leur voix ne compte pas. Si on faisait un sondage aujourd'hui, le résultat serait pire. Il s'est passé des choses entre ces réunions citoyennes. D'ailleurs, j'en ai fait 52, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Et j'ai rencontré très peu de jeunes dans ces réunions. Et pourtant, elles étaient ouvertes à tous les publics. Donc, vous voyez, j'aurais voulu qu'il y ait plus de jeunes. Mais il s'est passé une chose. Il y a eu des élections européennes un peu différentes des autres, avec les Spitzenkandidaten, les candidats qui représentaient l'Europe de demain à la tête de la Commission. Il y avait le choix indirect. Et ça a fait baisser ces sondages. Ma voix ne compte pas. Donc, c'est monté de 30% à 40%. Je ne veux pas raffiner les chiffres maintenant, mais à peu près ça. C'est-à-dire rien que le fait que les gens voyaient des têtes et disaient on a un choix de société entre ces deux hommes, parce qu'il y avait un socialiste et un démocrate chrétien. Ça a fait changer les choses, ce qui montre qu'il faut mettre un visage humain sur la politique et une responsabilité. Alors,
je vous présente une super citoyenne et elle est jeune, Sophie Haine. Vous êtes chercheur à Oxford, également à l'Institut Egmont de Bruxelles. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez été membre de plusieurs mouvements, je dis bien des mouvements, parce que les partis, on a l'impression que vous vous en méfiez un tout petit peu. Vous êtes donc une militante pro-européenne, vous ramènez un petit peu à contre-courant. Il n'y en a plus beaucoup des jeunes comme vous. Mais, tout à fait. Mais déjà, j'aime bien que vous me présentiez comme militante, parce que je suis souvent présentée comme chercheur, comme politologue, comme experte, etc. Et moi, j'aime dire que je suis une intellectuelle engagée. Parce que pour moi, la réflexion, l'analyse, ça va forcément de pair avec l'action. Et donc, en effet, je conçois l'action comme étant avant tout l'action dans des mouvements. Plusieurs, donc j'ai été fort engagée dans le mouvement altermondialiste. Je suis aujourd'hui très très fortement engagée dans les mouvements fédéralistes et j'insiste vraiment sur le terme mouvement à partir du moment où je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, mais plus uniquement les jeunes, les citoyens en général, et j'en fais partie, ne croient plus en la politique classique. Personnellement, je n'aurais jamais pu m'engager dans un parti parce que simplement je pense que le parti, la forme parti, l'organisation partisane, la façon dont les partis politiques essaient de vendre de la politique aux citoyens ne fonctionne plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un renouvellement de la politique, sur le fond comme sur la forme. Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser un petit peu une question par rapport à cet enjeu fondamental dont vous parliez tout à l'heure, de la démocratie. J'ai pas mal suivi, bon là plutôt en tant qu'experte, de tout le processus de Spitzenkandidat, etc., que je trouvais très très intéressant. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu partie de cette sorte de parodie de la démocratie qu'on a de plus en plus aujourd'hui au niveau européen? Autrement dit, on a des fragments de démocratie qu'on met en place, une commission, un parlement, un conseil, ça représente, ça correspond un petit peu à la démocratie représentative, mais pas tout à fait. En tant que militante fédéraliste, je pense que pour avoir une démocratie européenne, on devrait aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et donc j'aimerais savoir ce que vous allez faire en tant que députée européenne pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ce qui les mobilise dans leur engagement, c'est la démocratie. Bon, à tort ou à raison, je pense que ça ne suffit pas, mais c'est vraiment le motto, le slogan aujourd'hui de la plupart des mouvements qui ont le vent en poupe, c'est plus de démocratie à tous les niveaux et notamment au niveau européen. Le Spitzenkandidat, c'est un tout petit pas dans la bonne direction, mais voilà. Comment est-ce que vous allez continuer en tant que député sur cette lancée? Mais je pense que le fait que cette histoire du Spitzenkandidat et le visage d'un politique et la politique qu'il représente en tant qu'être humain a été très important. Donc, il faut continuer sur cette lancée. Parce que j'ai toujours remarqué quand je suis allée chez les gens, que ce soit dans des lycées, que ce soit dans des grandes réunions, que ce soit sur les marchés, comme la politique est faite dans certains pays, eh bien, les gens étaient toujours là, non pas pour m'écouter, ils ne voulaient pas m'écouter, en fait. Ils voulaient que moi, je les écoute. Et c'est très important de savoir regarder quelqu'un droit dans les yeux et dire, eh bien, dis-moi ce que tu penses. Oui, mais et de le prendre en considération dans le travail. Par exemple, le Parlement européen a très bien écouté ces centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue pour refuser des règles de commerce international qui sont faites dans des tours d'ivoire. Vous parlez du TTIP, oui. Je parle du TTIP, de toutes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est donc le traité de libre-échange avec les États-Unis, le projet de traité. Oui, et il y en a d'autres qui sont en train d'être Donc là, vous voyez que le citoyen manifeste et vous dites le Parlement écoute. Est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu médiévale de la démocratie que de dire qu'il faut écouter le peuple? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que le peuple ait un véritable impact sur les politiques? Je vous ai écouté, alors écoutez-moi aussi un peu. Donc, le Parlement a dit, en fait, le peuple a raison. Les gens qui protestent ont raison parce qu'ils n'ont jamais été écoutés. Et parce qu'on est seulement là à entériner quelque chose qui a été fait sans nous. Donc, nous prenons ça en main. Et le Parlement l'a fait. Contre les gouvernements, contre la Commission. Il s'est mis de facto à la table de négociation en mettant ces lignes rouges, en disant, écoutez, si vous dépassez cette ligne rouge-là, nous allons utiliser notre droit de veto à la fin. Mais nous ne voulons pas rester inactifs jusqu'à la fin. Voilà ce que le peuple dit, voilà ce que les gens disent, voilà ce que nous pensons de ça et voilà ce que nous mettons sur la table. Donc, ce changement de cap a été un changement de cap majeur et je trouve ça bien. La politique doit être beaucoup plus à l'écoute et pas seulement écouter, mais ensuite prendre ce qu'on a appris et voir
ce dont on a besoin pour changer la politique. Mais Viviane Reding, quand les Grecs ont voté autrement, l'Europe ne les a pas écoutés. Mais les Grecs n'ont pas... Ça a été impossible pour les Grecs de mettre en place leur projet politique. Mais excusez-moi, les Grecs n'ont pas voté pour l'Europe. Les Grecs ont simplement répondu à une question de leur gouvernement. Et leur gouvernement a fait le contraire de ce que les gens avaient voté. Ça, c'est une problématique grecque. Il y a eu des élections législatives. Les Grecs ont voté pour un parti qui n'a pas pu mettre en œuvre son programme politique parce que l'Europe s'y est opposée. Écoutez, la politique aussi est une question de responsabilité. Hein, j'en fais depuis très longtemps et j'en fais à tous les niveaux d'ailleurs. J'étais au Parlement national, au Parlement européen, au Conseil communal, à l'exécutif, à la Commission européenne. Et la politique, c'est une question aussi. Je ne peux pas dire n'importe quoi et après je dis « Ah, mais c'était les autres qui m'empêchaient de le faire ». Si je puis me permettre, ce que vous essayez de dire, c'est que le gouvernement grec était tenu par les traités européens et qu'à partir du moment où les traités européens impose un certain cadre macroéconomique, il n'avait pas à s'en écarter. Mais c'est justement ce qui est aujourd'hui fortement critiqué par de nombreux mouvements et plus uniquement des mouvements marginaux. Il y a même des personnes qui sont en responsabilité de centre-gauche très souvent, de plus en plus de courants qu'on dit populistes ou eurosceptiques qui expriment cela. C'est qu'à partir du moment où les questions économiques sont exclues du débat démocratique. C'est finalement ce que révèle la crise grecque, selon moi. Il faut peut-être remettre un petit peu en question le cadre institutionnel et la façon dont les traités européens sont négociés. Pardon. Si en tant que politique, on veut se créer une responsabilité et une image de celui qui tient ses promesses... Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Non, il y avait une sorte de mensonge. Alors, vous ne venez pas avec des promesses de n'importe quoi et de n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi, mais d'un programme qui sortait du cadre des traités européens. Et c'était le pari, en fait, du gouvernement grec, qui, selon moi, était un échec, parce que ça reposait sur un mensonge. Je suis d'accord avec vous. On ne promet pas un programme qu'on n'est pas capable d'appliquer. Mais que pensez-vous alors du mouvement lancé par l'ancien ministre grec, Varoufakis, qui faisait partie du gouvernement de Tsipras et qui a dit, voilà, moi je tire les conclusions de l'échec de la voie souverainiste nationale de gauche, on pourrait l'appeler comme ça, à partir du moment où on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le cadre européen qui doit être changé, donc je m'inscris directement dans ce cadre européen. Et je ne dis même pas que je suis de gauche. Je crée un mouvement pluraliste qui est pour la démocratie en Europe. Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Oui. C'est un truc de communication génial. Il vend du Varoufakis, il se fait payer ses discours des centaines de milliers d'euros et il se crée une plateforme où il est aidé par les autres pour faire du Varoufakis. Ce type-là était presque responsable de la sortie de la Grèce de l'euro. Il a eu tout faux en politique et maintenant il veut donner des avis. Franchement, je pense qu'il tire des conclusions très logiques de l'échec de la voie de son gouvernement. Si je suivais l'avis de Varoufakis, mon pays, le Luxembourg, serait dans une situation tout aussi catastrophique que la Grèce. Heureusement, il y a des politiques qui prennent leurs responsabilités, qui ne disent pas n'importe quoi, qui ne font pas miroiter n'importe quelle solution qui ne sont pas applicables et qui essayent de résoudre les problèmes, Mais vous savez, c'est précisément ce langage qui éloigne les gens et les jeunes de la politique. Quand vous dites on ne peut pas parler de n'importe quoi, il y a des questions dont on ne parle pas. La politique d'austérité, c'est quelque chose dont on ne parle pas. La question économique dans les relations internationales, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous avez jamais participé à une campagne électorale? Même des économistes extrêmement bien installés sur le plan universitaire contestent aujourd'hui la politique d'austérité. Pensez-vous que le cap économique dominant aujourd'hui en Europe, ça c'est une question que je vous pose, pensez-vous que ce cap-là, qui ne dévie pas de principes d'austérité généraux, puisse permettre de résoudre des problèmes aussi fondamentaux que le chômage des jeunes en Europe, par exemple? Alors, deux choses. La première, l'économie, on n'en parle pas. Je ne sais pas combien de campagnes électorales vous avez faites. Moi, j'en ai faites beaucoup, depuis 35 ans. On en parle tout le temps, parce que c'est la base de toute vie en commun. Le chômage des jeunes. Je peux dire, maintenant, je viens, en tant que Premier ministre, en tant que président de la Commission, 1 million de postes de travail créés. Non, il faut que je donne une possibilité à l'économie de croître pour pouvoir créer les postes de travail. Je vous donne un exemple pour la France.
le plan Juncker, qui a, par exemple, à travers ce plan Juncker, il y a 8 milliards qui ont été investis en France et ces 8 milliards ont créé 17 000 postes de travail. C'est comme ça, il faut renforcer l'économie pour pouvoir faire des postes de travail. On ne crée pas des postes de travail avec des subsides. Viviane Reding, vous parliez de populisme. Je vous propose une petite pause musicale, ou plutôt une pause politico-musicale. On va écouter un extrait d'un clip d'Ibrahim Malouf. C'est un trompettiste, un jeune trompettiste franco-libanais. Et il a imaginé la France de 2027 dirigée par un parti populiste. Ça donne ça. Seules certitudes, elles encouragent clairement le mélange entre les populations différentes et les Français de souche. Et ces mélanges, pour rappel, sont illégaux depuis mars 2020. Dans le reste de l'actualité... Alors Viviane Reding, le populisme, on a l'impression qu'il est fort alimenté aujourd'hui par un dossier en particulier, c'est celui de la crise des migrants qui ébranle l'Union européenne. Et on a l'impression que même des dirigeants européens n'y croient plus, se disent qu'à cause de ce dossier, l'Europe pourrait se disloquer. C'est une crise qui est plus grave que la crise financière ? Absolument, parce que la crise financière, elle était technique en un certain sens. On pouvait raccommoder. Celle-ci, elle est sociétale, parce qu'il y a ces massifs influx de gens qui viennent d'autres cultures et qui nous tombent dessus. C'est l'impression des citoyens. Et c'est cette peur de l'autre qui fait surface, liée à la crise économique d'ailleurs, parce que les gens sentent qu'économiquement ça va moins bien et maintenant il y a encore ces autres qui veulent leur part du gâteau. Sur ça, il est très facile pour des groupuscules, des mouvements nationalistes, néofascistes, extrémistes. Et certains dirigeants. Certains dirigeants aussi. Dans certains pays, la Hongrie. On voit surtout, et ça c'est analysé par les universitaires une fois pourquoi, ça arrive surtout dans les pays de l'Est. Pour eux, la solidarité est à sens unique, ouvrir la main, mais surtout ne pas donner. Oui, moi j'ai toujours un peu de mal à parler en termes de valeurs, de solidarité, etc. Parce que je pense que la politique est avant tout animée par des intérêts, à gauche comme à droite. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt une remise en question des fondamentaux de l'Union européenne et aussi une mise en évidence du fait qu'il n'y a finalement pas de souveraineté européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une souveraineté européenne et notamment une gestion réellement européenne des frontières, une politique d'immigration qui soit réellement européenne avec des critères d'asile et d'immigration européens ? J'ai vu que vous étiez revendiqué des États-Unis d'Europe par le passé. Donc c'est l'idéal fédéraliste, c'est de construire une souveraineté européenne qui vienne compenser l'affaiblissement, voire l'anéantissement selon certains des souverainetés nationales. Alors je suis absolument de votre côté dans cette analyse. La crise... Oui, on est d'accord. On est très d'accord là-dessus. Peut-être comment va-t-on le faire ?
lorsqu'il y a 2-3 ans, j'étais parmi ceux qui allaient dans les universités parler de l'Europe, des citoyens dans une structure politique commune, donc les États-Unis d'Europe qui gardent leur entité nationale. Les États-Unis ont aussi leurs États, mais avec beaucoup plus de décisions prises au centre. Et c'est ce qu'on voit avec les migrants en ce moment. Parce que on a bien créé Schengen. Schengen est magnifique, sauf que dans Schengen est écrit que les frontières extérieures doivent être gardées. Or, elles ne le sont pas. Voilà. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que tous les pays, y compris ceux qui ne savent pas tellement bien faire, fassent leur travail. Et si ces pays n'arrivent pas à faire leur travail, que les autres puissent aller là pour les aider. Et c'est la défaillance, si vous voulez, du système qui n'a pas été mis en place complètement, qu'on voit aujourd'hui. Donc oui, à votre question. Moi, je suis pas pour tout. Hein. Il y a des choses qu'on règle beaucoup mieux au niveau local ou national, mais pour des choses pareilles, nous avons besoin d'une politique de l'immigration contrôlée qui soit européenne. Nous avons besoin d'une politique qui défende nos frontières extérieures, parce que c'est très clair, si nous ne défendons pas nos frontières extérieures, la peur va faire que nous allons construire des murs à l'intérieur. Et c'est le contraire de l'Europe que nous voulons. Viviane Reding, merci d'être venue au Bar de l'Europe et d'exprimer votre foi dans cette Union européenne. Merci à vous, Sophie. Et on va faire une petite pause cigarette. On va vapoter, parce que si les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, ne s'intéressent plus à l'Union européenne, eh bien, ils sont séduits, en revanche, par la cigarette électronique. Regardez d'abord ce reportage qui a été réalisé par des jeunes étudiants en journalisme de l'école de journalisme de Louvain. On regarde ça. Camille, 23 ans, fume depuis 10 ans. Pour arrêter, elle a choisi de se tourner vers la cigarette électronique, jugée moins dangereuse pour la santé. L'e-cigarette peut contenir de la nicotine. Elle est censée aider les fumeurs à décrocher. Si on ne me l'avait pas proposé, j'aurais pris 100. Mais j'étais moins convaincue. J'étais rassurée en fait quand il me l'a proposé. Salon des arts ménagers à Charleroi, un stand de e-cigarette, un réel phénomène de mode. En Belgique, l'adjonction de nicotine est interdite. Pourtant, les e-cigarettes avec nicotine se trouvent facilement. Selon ce vendeur, les fumeurs en ont besoin pour se sevrer. Beaucoup de gens refusent la cigarette électronique tant qu'il n'y a pas de nicotine, parce qu'il manque le hit de la cigarette tout simplement. Et il faut savoir que la cigarette électronique est quand même faite pour qu'on garde le geste. Le geste est totalement inoffensif, mais le geste contribue à beaucoup de choses. Maintenant, l'apport de nicotine, il faut savoir que la cigarette électronique, au bout de 3 à 4 mois, on retire l'indépendance de la nicotine, on va en diminuant. Ce qui veut dire que de toute manière, au bout de 4 mois, on se retrouve quand même sans nicotine. Mais au départ, il faut de la nicotine pour dire de pouvoir essayer d'arrêter. Mais pour Martial Baudot, tabacologue dans un institut spécialisé dans le traitement et la prévention du cancer, l'e-cigarette n'est pas forcément la bonne solution. C'est pas le premier outil que je propose d'entrée de jeu, dans la mesure où ce que je reprocherais d'une certaine manière à la cigarette électronique, c'est qu'il n'y ait pas le désapprentissage, je veux dire, au niveau tant des schémas de pensée que des schémas comportementaux. Parce que vous l'avez cité, hein, ça reste cigarette, donc on n'évacue pas la terminologie dans la tête. Et au niveau comportemental, ça ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau à l'original. Connexion Bluetooth, cigarette MP3, couleur flash. Les lieux de vente ont bien compris la stratégie à adopter et ils en jouent. Fraises, pastèques, oranges, il y en a pour tous les goûts. Des dégustations gratuites sont d'ailleurs souvent proposées, de quoi séduire un jeune public, cible par excellence de ce nouveau produit. Les cigarettiers qui, mine de rien, travaillent sur la cigarette électronique, puisque c'est un second souffle, sans faire de jeu de mots à leur vente, sont occupés à mettre en place des dispositifs beaucoup plus ciblés sur le public des jeunes. La chicha électronique, ça c'est pas pour les vieux. Donc le joint électronique, ça c'est pas pour les vieux. Conserver ou initier le geste, tel est le danger pour les experts en santé publique. Selon eux, l'e-cigarette pourrait devenir un incitant au tabagisme. Du coup, le Parlement européen exige à la fois une législation commune, mais surtout une évaluation de ce moyen de lutter contre la consommation de tabac. Dans 5 ans, on voit que, en fait,
beaucoup de jeunes commencent à fumer à travers la cigarette électronique. Il faudrait revoir la politique. Pour Camille, l'e-cigarette reste le meilleur moyen d'arrêter de fumer. Comme elle, 7,5 millions d'Européens vapotent. Frédérique Ries, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne et comme Viviane Reding, vous avez été journaliste avant d'entrer en politique. On est nombreux ici à avoir traversé Vous avez même été la présentatrice vedette du journal télévisé de la chaîne privée en Belgique francophone. Alors, est-ce que vous vapotez ? Je ne vapote pas, je ne fume pas. J'ai dû fumer une fois une liane quand j'avais 14 ans. Ça doit être mon dernier... ma dernière cigarette, entre guillemets. Et vous défendez fermement la cigarette électronique. Pourtant, vous êtes une militante anti-tabac. Et fichée comme telle. Et fichée comme telle, par des cigarettiers. Vous êtes sur les listes noires de Philippe Maurice. Oui, ils ne vous aiment pas. Hein. Rouge. Ah non, ils me détestent. Ils ont fait une sorte de mapping des comportements et des votes de tous les parlementaires. Moi, je suis rouge, quasiment clignotant, si les papiers pouvaient clignoter sur toute la ligne. Donc, je ne suis pas une amie du secteur du tabac, non. Alors, je vous présente Gauthier Vincent, qui est un jeune journaliste à l'école de journalisme de Louvain. Vous avez participé à la réalisation du reportage qu'on vient de voir. La cigarette électronique, c'est une affaire de jeunes. Oui, c'est clairement une affaire de jeunes, hein. Comme on a pu le voir dans le reportage. Les fabricants de cigarettes électroniques développent tout un tas d'arsenal de dispositifs pour attirer le public jeune, que ce soit les arômes aux fruits ou alors des innovations technologiques, cigarettes Bluetooth, cigarette MP3, il est même possible de télécharger des applications de vapotage pour voir la durée du vapotage de la cigarette électronique. Alors Frédérique Ries vous écoute. Quelle est la première question que vous avez envie de lui poser? Alors Frédérique Ries, vous conseilleriez à vos amis qui fument de vapoter? Ah oui, 1000 fois oui, Pourquoi? bien évidemment. Mais parce que, on ne va pas répéter tous les chiffres, on les connaît à mon avis, vous aussi bien que moi, mais c'est pas inutile quand même, tout de même de rappeler que le tabac, la cigarette, le tabac roulé, tue 700 000 personnes par an en Europe. C'est autour de 16 à 17 000 en Belgique. Je pense que le temps que nous allons discuter ici, il y aura entre 20 et 30 morts en Europe, morts de toute une série de pathologies, mais dérivées de leur addiction. Et qu'en tout état de cause, moi je ne suis pas, vous avez dit que j'ai beaucoup défendu la cigarette électronique, je ne suis pas une amie de la cigarette électronique. Et dans un monde idéal, pour moi, personne ne fume. On se trouve une autre addiction beaucoup plus positive, le sport, la course, enfin... Et vous considérez que c'est un bon moyen de sevrage? J'estime. Et quand je dis je n'ai pas la... Parce que votre reportage, on peut en discuter après, ce n'est pas... Mais votre prisme de départ est négatif d'un bout à l'autre. Vous mettez des conditionnels sur toute une série de choses où aujourd'hui, dans l'état de la science d'aujourd'hui, on est allé bien au-delà du conditionnel. En ce compris le Conseil supérieur de la santé, la cigarette électronique étant telle est 1000 fois moins nocive que le tabac. La cigarette électronique permet d'aider au sevrage bien mieux que ne le font tous les substituts qui existent actuellement sur le marché. C'est dans ce sens-là que je dis à votre question, mais oui, si j'ai le choix entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui pourrait vapoter, mais vapoter, je vous en prie. Mais ça ne veut pas dire qu'à quelqu'un qui ne fume pas, je vais aller dire de vapoter. Évidemment. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, et sûrement pas un jeune. Oui, oui, vous parliez des études aussi. Tous les jours, il y a des études qui sortent et qui sont contradictoires. Alors, qu'est-ce que l'Europe attend pour sortir une étude sérieuse et indépendante? Ah là, c'est l'éternel souci. Mais dans ce débat-là, comme dans celui sur les perturbateurs endocriniens, comme dans 1000 débats, les pesticides, la science contre la science, science versus science, et les conflits d'intérêts, et les chercheurs qui cherchent sur la même chose et qui aboutissent à des conclusions diamétralement opposées. Moi, vous savez, quand vous me demandez j'ai vraiment travaillé dans ce dossier-là depuis je dirais le début 2011, que cette directive et la nouvelle mouture est sur notre table, avec les scientifiques concernés, avec le professeur West en Grande-Bretagne, le professeur Dautzenberg, avec l'appel des 100 en France. Justement, ces praticiens-là, vous en avez un ici qui vous dit des choses que moi j'ai bien entendu et je le connais de nom effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur-là est assez isolé. Je suis d'accord avec lui. Alors, le problème de la gestuelle et de la mémoire du geste, c'est bien, mais je veux dire, si quelqu'un n'arrive pas à dire... C'est facile d'être taliban, moi je veux bien. J'en ai rencontré plein dans ces travaux-là. Vous fumez ou vous ne fumez pas. Au milieu, mais Frédérique Ries, est-ce qu'il y a... On doit aider les gens, on doit les aider. Frédérique on ne peut pas leur supprimer cet outil au sevrage qui Est-ce qu'il y a, oui ou non, des éléments nocifs dans la cigarette électronique? Est-ce qu'il y a des éléments cancérigènes?
Écoutez, en tout état de cause, moi je ne suis pas ici pour remplacer l'expert. En tous les cas, dans le tabac, vous avez 4000 substances problématiques, chimiques, toxiques. Parmi ces 4000, vous avez 60 substances cancérigènes, dont certaines sont interdites aujourd'hui en Europe. Les gens qui fument, s'ils savaient que là-dedans, il y a du formaldéhyde, du toluène, du plomb, du cadmium, de l'arsenic, des poisons, il y a des poisons dans le tabac, il y a des goudrons, il y a des produits de combustion. Tout ça n'existe pas dans la cigarette électronique. Et là où je vous rejoins complètement, et ça a été notre combat aussi, parce que je ne voudrais pas être mal entendue et mal comprise, c'est que le risque de gateway, d'appel d'air pour les jeunes, en particulier, on voit que les fabricants développent des tas de choses pour attirer les jeunes. Et là, c'est inacceptable. C'est évidemment inacceptable. Ne va pas pousser les jeunes à justement consommer la cigarette électronique. Je n'en sais rien. Les jeunes peuvent acheter du tabac jusqu'ici. Ils se procurent le tabac, l'alcool. Vous savez, il est interdit aussi, je pense, pour l'habillage jusqu'à 16 ans. Enfin, mais c'est pas une cigarette d'entraînement qui va conduire à fumer d'une manière plus classique. Mais jusqu'ici, toutes les études prouvent le contraire. Vous avez des chiffres en Angleterre, par exemple, qui sont en train de montrer que là où les chiffres du tabagisme classique, cigarettes, tabac, etc., sont en train de stagner. La consommation de la cigarette, on va arriver à un point de croisement. Alors, je ne suis pas en train de me dire youpi, il y a de plus en plus de vapoteurs. C'est pas ça la conclusion qu'on doit avoir. C'est pas ça la conclusion. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de fumeurs, même si à l'intérieur de cette statistique, il y a des points très interpellants, et notamment les jeunes et les jeunes femmes. Oui, justement, vous parliez des jeunes. J'ai des amis qui fument, qui sont passés à la cigarette électronique pour tenter d'arrêter le tabac. Au bout de 2 ou 3 semaines, ils n'ont pas trouvé de plaisir à la cigarette électronique et sont repassés au tabac traditionnel. Écoutez, bon, là, dans ce cas-là, ils auront essayé. Mais je ne suis pas sûre que avec tout le respect que j'ai pour le travail que vous avez fait, mais votre échantillon est nécessairement empirique et aléatoire. Et il y a d'autres professionnels, comme ceux que j'ai cités, qui font des échantillons à taille et des études annuelles, comme le professeur Dodzenberg, et qui arrivent à des chiffres qui sont autrement... Alors, je ne sais pas si on peut parler de rassurants dans une matière comme celle-là, mais qui... J'ai des chiffres de la Commission européenne. Oui. 67% de fumeurs auraient essayé d'arrêter avec la cigarette électronique, mais seulement 21% de fumeurs ont réussi à baisser leur consommation. Oui, donc, alors si vous voulez, je ne sais pas si ça fait partie de votre débat, parce que la Commission, dans ce débat-là, et parce que la directive tabac a engrangé toute une série de points positifs pour le reste, mais ce n'est pas le sujet du jour. Non, mais on a quand même envie de vous entendre sur cette législation. C'est un succès pour vous, cette législation? Bien évidemment, moi je ne suis pas tout à fait satisfaite du chapitre, l'article 20, la cigarette électronique, mais pour le reste, moi j'ai été, vous l'avez souligné, sur toutes les positions les plus ambitieuses. On a considérablement élargi la taille sur les paquets de la vie sanitaire, c'est 65% aujourd'hui. Quand vous voyez les prochains paquets qui sortiront en fond, c'est beaucoup. Hein, avec des bémols dans cette législation, notamment les cigarettes mentholées qui visent particulièrement les jeunes et les femmes. La mentholée a eu un souci. On a supprimé les arômes. On s'est battu contre les arômes parce que c'est très... Le menthol, parce que certains États membres... Parce que, vous savez, on dit toujours l'Europe, la Commission. L'Europe, c'est aussi les États membres. Hein, et certains États membres, sur certains dossiers, ne sont pas du bon côté de la force. Bon, voilà. Le menthol a un sursis. C'est 2020. Alors que pour le reste de la directive, c'est 2016 la transposition. Mais ici, on ne parle pas de cigarette électronique. Et donc, c'est vrai que sur la cigarette électronique, moi, j'estime... On a d'un point de vue d'aide au sevrage et de diminution des risques, parce que c'est ça, tenter de passer, voilà, de se libérer de ce qui est un esclavage, et si on n'y arrive pas, diminuer les risques, on a réussi à sauver les meubles et éviter notamment la case médicaments, qui est extrêmement pénalisante, coûteuse et longue, et qui donc réduit considérablement l'accès à ceux qui en ont besoin, qui essayent d'arrêter. Frédéric Ries, merci d'être venu au Bar de l'Europe, à vous aussi, Gauthier. Le Bar de l'Europe va se refermer ici. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est facile. Vous allez sur le site de la RTBF ou de TV5 Monde. Merci d'être de fidèles clients du bar. À très bientôt.